Voilà. Est-ce que vous avez tout de suite su que c'était lui? Oui. En juin 2020, Vanessa Paradis s'est exprimée publiquement par le biais d'une lettre ouverte publiée dans la presse française. C'était un moment rare après plus de 20 ans de silence. Elle y décrivait son expérience personnelle avec un langage maîtrisé. Aucune attaque. Aucun récit émotionnel. La France a réagi immédiatement. Les grands médias ont relayé la déclaration. Le ton est resté factuel. L'impact était clair. Vous entrez dans cette histoire à cet instant précis. Pendant plus de 20 ans, les médias français ont décrit Vanessa Paradis de la même manière. Discreet. Maîtrisée. Absente des scandales. Cette image ne venait pas d'une stratégie marketing. Elle provenait de son comportement. Repeat. Constant. Facilement verifiable. On la voyait rarement expliquer sa vie privée. Elle n'utilisait pas ses relations pour rester visible. Elle ne transformait pas l'intimité en contenu. Lorsque les journalistes posaient des questions personnelles, les réponses restaient courtes. Parfois, elle refusait simplement de répondre. Le ton n'était jamais hostile. Simplement ferme. La presse française a identifié ce schéma très tôt. Les interviews se concentraient sur le travail. Les albums. Les films. Les collaborations. Lorsque des sujets privés apparaissaient, ils étaient abordés brièvement, puis refermés. Il n'y avait pas de relance. Pas de deuxième titre. Avec le temps, cela est devenu la norme. Vanessa Paradis ne commentait pas. Et la presse s'adaptait. Elle n'a jamais démenti publiquement les rumeurs. Même lorsque des histoires circulaient, elle restait silencieuse. Aucune clarification. Aucune correction. Ce n'était pas accidentel. Cela réduisait l'escalade. Une rumeur sans réponse se développe rarement. La culture médiatique française comprend cette logique. Le silence peut mettre fin à une histoire plus vite qu'un démenti. Elle n'a jamais publié de mémoire. À une époque où de nombreux artistes utilisaient des livres pour redéfinir leur image, elle s'y est refusée. Aucune révélation personnelle. Aucun chapitre sur ses relations. Aucune confession en coulisses. Cette absence avait du sens. Elle signalait une frontière. Sa vie privée restait en dehors du marché. Elle a également évité les interviews sensationnalistes. Pas d'émissions télévisées construites autour de l'émotion. Pas de titres basés sur le choc. Lorsqu'elle apparaissait dans des talk-shows, le cadre restait professionnel. Le travail passait en premier. La vie personnelle restait périphérique. Cette approche a tenu pendant des décennies. Comparez cela à d'autres figures publiques. Beaucoup ont choisi la confrontation. Ils répondaient publiquement aux rumeurs. Ils corrigeaient les récits en temps réel. Certains utilisaient les interviews pour répondre directement aux tabloïds. Cette stratégie augmente la visibilité. Elle augmente aussi le conflit. Vanessa Paradis a choisi la voie opposée. Le retrait plutôt que la réaction. Les archives de la presse française montrent le résultat. Son nom apparaissait régulièrement, mais rarement dans la controverse. La cobertura restait stable. Previsible. Professionnelle. Elle était présente, mais pas exposée. Cet équilibre est rare. Il exige une discipline dans la durée. On peut retracer cette cohérence à travers différentes périodes de sa carrière. Succès précoce. Attention internationale. Relations personnelles sous surveillance mondiale. La réponse restait la même. Commentaires minimaux. Aucune escalade. Aucun cadrage émotionnel. Cela compte parce que le silence n'est pas neutre. C'est un choix. Dans son cas, il est devenu une réputation. Les journalistes ont appris ce qu'ils ne pouvaient pas attendre. Le public a ajusté sa curiosité. Avec le temps, le silence lui-même a pris du sens. Lorsqu'une personne de ce type s'exprime, le contexte change. Le public sait que ce n'est pas habituel. La presse sait que ce n'est pas un contenu de remplissage. Des années de retenue donnent du poids à une seule déclaration. C'est pourquoi ces paroles ultérieures ont eu un impact. Non pas à cause du ton, ni de la longueur, mais à cause du contraste. 20 ans de retenue ont créé de la crédibilité. On ne le comprend qu'en observant le schéma. Pas une interview, pas une citation isolée, mais un long historique d'absence maîtrisée. C'est l'image qui existait avant qu'elle ne parle. Discreet. Stable. Non reactive. Construct lentement. Maintenue au quotidien. Et reconnue par l'ensemble des médias français comme délibérée, non passive. Cette relation est souvent évoquée, mais les faits confirmés sont limités et clairs. Tout ce qui suit provient de déclarations publiques, de documents officiels et d'une couverture médiatique établie de longue date. Aucune inférence.
Aucune reconstruction émotionnelle. Vanessa Paradis a rencontré Johnny Depp à Paris à la fin des années 90. De multiples interviews confirment l'année. Paris n'était pas un décor symbolique. C'était le lieu où Vanessa vivait et travaillait. Johnny Depp s'y trouvait pour des raisons professionnelles. Leur rencontre ne relevait pas d'une stratégie médiatique. Elle était privée au départ. Peu après, ils ont choisi de vivre ensemble. Ce n'était pas une installation temporaire. Ils ont partagé leur vie pendant 14 ans. Durant cette période, ils se sont répartis entre la France et d'autres lieux, mais la France est restée centrale. Ce choix était déterminant. Ils plaçaient leur famille en dehors de la pression constante des médias hollywoodiens. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Leur fille, Lily Rose Depp, est née à la fin des années 90. Leur fils, Jacques Depp, est né quelques années plus tard. Les 2 enfants ont grandi majoritairement en France. Cela est documenté par des références à leur scolarité dans des interviews et des portraits de presse au fil des années. Les parents ont pris une décision claire très tôt. Leurs enfants ne seraient pas utilisés comme figures publiques. Ils évitaient les tapis rouges. Ils évitaient les apparitions mises en scène. Les photos étaient rares. Ce n'était pas une pratique courante à l'époque. Cela nécessitait une coordination des 2 parents. Ils ne se sont jamais mariés. Ce point est souvent mal compris. Il n'existe aucun enregistrement de fiançailles. Aucune annonce. Aucune cérémonie annulée. Johnny Depp a abordé ce sujet directement dans plusieurs interviews dans les années 2000. Sa position est restée constante. Il disait ne pas considérer le mariage comme une institution nécessaire. Il décrivait sa relation avec Vanessa Paradis comme complète sans statut formel. Vanessa Paradis n'a jamais contredit cela publiquement. Elle n'a ni confirmé ni infirmé. Elle n'a pas ajouté de contexte. L'absence de contradiction est en soi un fait. Avec le temps, la presse a cessé de poser la question. La décision est apparue comme mutuelle dans la pratique, même si l'explication venait d'un seul côté. Leur relation a duré plus longtemps que de nombreux mariages formels dans le même milieu. Ce n'est pas une interprétation. C'est une donnée temporelle. 14 ans de vie commune. 2 enfants. Aucun conflit public. Aucun contentieux juridique pendant la relation. Au début des années 2000, Johnny Depp parlait positivement de la vie familiale en France. Il évoquait un rythme plus calme. Moins d'intrusion. Plus de routine. Ses propos sont documentés dans de longs entretiens accordés à des médias américains et européens. Vanessa Paradis n'a pas repris publiquement ces descriptions, mais elle ne s'en est pas non plus dissociée. La séparation est devenue publique au début des années 2010. L'annonce est passée par un communiqué commun. C'est un élément important. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas révélé par les tabloïds. Le communiqué confirmait la fin de la relation. Il demandait le respect de leur vie privée et de celle de leurs enfants. Il n'y a eu aucune procédure judiciaire. Aucun conflit de garde rapporté. Aucun litige patrimonial rendu public. La presse française et internationale a noté l'absence de conflit juridique. C'était inhabituel pour une séparation impliquant 2 figures publiques mondiales. Après la séparation, les 2 parents ont continué à protéger leurs enfants de l'exposition médiatique. Lily Rose Depp est entrée plus tard dans la vie publique selon ses propres termes, à l'adolescence. Cela s'est produit des années après la séparation. Jacques Depp est resté hors de la sphère publique. Cette différence reflète un choix individuel, non un conflit parental. Ni Vanessa Paradis ni Johnny Depp n'ont publiquement accusé l'autre. Aucune interview n'a présenté la rupture comme un échec. Aucun récit de responsabilité n'a été construit. La presse disposait de peu de matière pour spéculer. En conséquence, la couverture est restée factuelle et de courte durée. Cela compte pour une raison précise. Lorsque des controverses ultérieures ont émergé autour de Johnny Depp, cette relation passée s'en est distinguée. Non par opinion, mais par dossier. Aucun rapport de police. Aucune action en justice. Aucune accusation publique de part et d'autre concernant leurs années communes. Cela ne rend pas la relation idéale ou défaillante. Cela définit simplement son empreinte publique. 14 ans. 2 enfants. Pas de mariage. Une séparation privée. Ces éléments sont vérifiables. Ils constituent la couche factuelle de l'histoire. Tout ce que d'autres ajoutent par la suite relève de la comparaison, pas de la preuve. Cette section s'en tient à ce qui est connu. Elle fournit un point de référence stable. Sans cette base, les réactions ultérieures perdent leur contexte. Pendant plus de 2 décennies, Vanessa Paradis aurait pu s'exprimer. L'accès n'a jamais été le problème. Les plateformes existaient. Les journalistes demandaient.
Les médias internationaux auraient amplifié instantanément toute déclaration. Elle a choisi de ne pas utiliser cet accès. Ce n'était pas de l'évitement. C'était une stratégie fondée sur des priorités claires. Le premier facteur était ses enfants. Dès leur naissance, elle a tracé une frontière nette entre la famille et la publicité. Parler publiquement d'un ancien partenaire aurait entraîné ses enfants dans des récits qu'ils n'avaient pas choisis. Le silence a réduit l'exposition. Il a empêché que leur nom soit associé à des conflits médiatiques. Ce n'est pas une théorie. On peut en observer le résultat. Pendant des années, la couverture concernant ces enfants est restée minimale. Peu de photos. Peu de spéculations. Ce résultat a nécessité une retenue constante. Le deuxième facteur était sa carrière indépendante en France. Vanessa Paradis ne dépendait pas de la controverse internationale pour rester pertinente. Son travail s'est poursuivi sans interruption. Des albums sont sortis. Des films ont été promus. Des tournées ont trouvé leur public. Les médias français ont couvert ses projets sans exiger de divulgation personnelle. Comme sa valeur professionnelle ne reposait pas sur le drame intime, elle n'avait aucune incitation à parler. Cette indépendance était structurelle. Les artistes dépendants de l'attention mondiale échangent souvent la vie privée contre la visibilité. Elle n'en avait pas besoin. Son public était stable. Sa place dans la culture française était établie bien avant que l'attention internationale ne s'intensifie. Le silence ne menaçait pas son activité. Il la proteggeait. Le troisième facteur était la culture médiatique française. Le journalisme français traite la vie privée différemment des tabloïds anglo-américains. La pression existe, mais l'escalade dépend de la réaction. Lorsqu'un sujet refuse de s'engager, de nombreux médias passent à autre chose. Les rédactions privilégient l'accès. Si l'accès se ferme, les histoires perdent leur dynamique. Vanessa Paradis comprenait ce système. En n'offrant rien, elle limitait la spéculation. Le silence empêchait aussi la diffusion internationale. Une fois qu'une déclaration circule à l'échelle mondiale, le contrôle disparaît. Les citations sont reformulées. Le contexte est supprimé. Les titres simplifient. En restant silencieuse, elle évitait d'être entraînée dans des débats façonnés ailleurs. Cela a compté durant les périodes où les médias internationaux se concentraient sur son ancien partenaire. Son absence la maintenait en dehors de ses cycles. Le contrôle est le résultat central. Le silence lui permettait de décider quand et comment son nom apparaissait. Elle ne corrigeait pas les récits en temps réel. Elle ne publiait pas de clarification. Avec le temps, cela a éduqué la presse. Son absence de réaction est devenue prévisible. La prévisibilité réduit la poursuite. Il existe des exemples concrets. Pendant des années où les médias internationaux revisitaient sa relation passée, son nom apparaissait brièvement. Le schéma se répétait. Les articles mentionnaient son histoire, puis s'arrêtaient. Aucune interview de suivi. Aucune citation. Aucune escalade. Sans nouveau contenu, la couverture s'éteignait. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Un autre exemple concerne des débats publics qui ont suscité des prises de parole de plusieurs figures liées aux mêmes événements. Beaucoup se sont exprimés. Elle ne l'a pas fait. Son absence a été notée, puis acceptée. La presse française a reconnu le silence sans le combler. Cela montre que la frontière tenait. Il est important de distinguer le silence de la neutralité. Le silence n'est pas l'indifférence. Il reflète une hiérarchisation. Elle a choisi la stabilité plutôt que la réaction. La protection à long terme plutôt que la visibilité à court terme. Ce choix exigeait de la cohérence. Une seule exception aurait réinitialisé les attentes. Elle a maintenu la ligne. Cette approche a aussi préservé sa crédibilité. Quand quelqu'un ne commente jamais, ses paroles éventuelles ont du poids. Non par émotion, mais par rareté. Le public comprend que ce n'est pas un comportement habituel. La presse comprend que ce n'est pas un contenu de remplissage. On peut appliquer cette logique au-delà du monde des célébrités. La réponse constante invite à une surveillance constante. La réponse sélective modifie les incitations. Vanessa Paradis n'a pas géré un récit au jour le jour. Elle a géré l'exposition sur des années. Le résultat est un dossier public étroit. Moins de citations. Moins d'interprétations. Moins de distorsions. Le silence a également évité un décalage entre l'expérience personnelle et le débat public. Les débats publics simplifient. L'expérience personnelle est complexe. En ne compressant pas son vécu en formule, elle a évité la déformation. Cela l'a protégée d'être utilisée comme preuve dans des arguments qu'elle ne contrôlait pas. Rien dans ce schéma ne suggère la passivité. Il montre une prise de décision sous pression.
L'accès existait. La demande existait. Elle a refusé à répétition. La cohérence en est la preuve. C'est pourquoi sa décision ultérieure de parler a compté. Elle a rompu un schéma établi de longue date. Pour comprendre ce moment, il faut comprendre la discipline qui l'a précédé. 20 ans de retenue ne se sont pas produits par défaut. Ils ont résulté d'un choix. En 2020, Vanessa Paradis a brisé un schéma qui tenait depuis des décennies. Elle a signé une lettre ouverte. Le texte est paru dans la presse française. Il n'était pas anonyme. Il portait son nom. Ce détail était important. Il confirmait l'intention. Il Montright l'appropriation. La lettre était courte. Elle n'expliquait pas sa vie. Elle ne retraçait pas l'histoire. Elle ne mettait pas les événements en scène émotionnellement. Elle se concentrait sur son expérience directe avec Johnny Depp pendant les années où ils ont vécu ensemble. Elle affirmait n'avoir jamais subi de violence dans cette relation. Le choix des mots restait précis. Elle décrivait uniquement ce qu'elle connaissait de première main. Elle n'a pas dépassé ce cadre. Elle n'a pas spéculé. Elle n'a pas généralisé. Elle n'a pas transformé son expérience en affirmation universelle. Cette limite était volontaire. Elle empêchait que ses paroles soient utilisées comme contre-argument à d'autres récits. La lettre restait personnelle, non oppositive. Elle a également évité le ton. Il n'y avait ni colère, ni défense, ni tentative de réhabilitation d'image. La lettre ne demandait pas qu'on la croie. Elle présentait une déclaration. La structure ressemblait à un constat, non à une supplication. Ce choix a influencé la circulation du message. Tout aussi importants sont les éléments absents. Elle n'a pas nié l'expérience d'autrui. Elle n'a pas dit que d'autres avaient tort. Elle n'a pas rejeté les accusations formulées ailleurs. Elle ne s'est pas positionnée comme une autorité au-delà de sa propre vie. Cette tenue a fermé la porte au conflit direct. Elle n'a pas non plus fourni de détails. Aucun récit. Aucune chronologie. Aucun moment privé d'écrit. L'absence de détails réduisait la valeur sensationnelle. Elle réduisait aussi le risque de citation hors contexte. Les déclarations courtes et cadrées circulent mieux sans distorsion. La lettre ne faisait pas référence à des procédures judiciaires. Elle ne mentionnait ni procès ni décision de justice. Elle restait en dehors du langage légal. Cela évitait qu'elle soit lue comme un témoignage. Elle fonctionnait comme un document personnel, non comme un argument juridique. Les médias français l'ont compris immédiatement. La couverture s'est concentrée sur le fait qu'elle parlait, plus que sur le contenu seul. Les titres mettaient en avant la rupture du silence, non la confrontation. La presse soulignait la rareté. Elle contextualisait la lettre dans son long historique de non-commentaires. Les grands médias français ont reproduit la lettre avec exactitude. Peu ont ajouté des commentaires. Beaucoup l'ont accompagnée de rappels sur sa retenue passée. Ce cadrage a renforcé la crédibilité. Les lecteurs étaient rappelés au fait que ce n'était pas un comportement habituel. C'était une exception. Pourquoi un texte si bref a-t-il eu du poids? La réponse réside dans le contraste. Pendant des années, elle avait refusé toute prise de parole. Ce refus créait une base. Sur cette base, une seule déclaration se distingue. La rareté accroît la tension. La cohérence accroît la confiance. Un autre facteur était le timing. La lettre est parue pendant une période de discussion internationale intense. De nombreuses voix entraient dans le débat. La plupart parlaient à répétition. Vanessa Paradis ne l'a pas fait. Son intervention unique contrastait avec le bruit continu. Elle était isolée. Cette isolation lui donnait de la clarté. La culture de la presse française a également façonné la réception. Le journalisme français valorise la proportion. Lorsqu'une personne sans historique de réaction publique s'exprime une fois, l'acte devient en soi une information. Les rédactions l'ont traité comme un événement, non comme un contenu à contester. L'analyse a suivi, mais l'escalade ne s'est pas produite. La lettre était aussi cohérente avec son comportement établi. Elle ne contredisait pas le passé. Elle le prolongeait. Elle parlait sans mise en scène. Elle maintenait des limites. Cette continuité a empêché les accusations d'opportunisme. Le message correspondait au messager. Les médias internationaux ont remarqué la lettre, mais la réaction a différé. Hors de France, des extraits ont circulé sans contexte. En France, le contexte dominait. Les articles rappelaient qu'elle n'avait jamais cherché l'attention par la divulgation personnelle. Cet arrière-plan a atténué la polarisation. Il est important de noter ce que la lettre n'a pas changé. Elle n'a pas entamé une série d'interviews. Elle n'a pas donné suite. Elle n'a pas clarifié davantage. Après la lettre, le silence est revenu.
Cela a renforcé l'idée que la déclaration était complète. Rien n'était laissé ouvert à la négociation. D'un point de vue comportemental, le geste était contrôlé. Une déclaration. Un canal. Aucune amplification. Aucune répétition. Cela a minimisé la distorsion. Cela a aussi limité les réactions négatives. Sans matériaux supplémentaires, les critiques avaient peu à quoi répondre. C'est pourquoi la presse française a jugé la lettre significative. Non par sa longueur, ni par son ton, mais parce qu'elle rompait une règle qu'elle s'était imposée pendant des décennies. Lorsqu'un schéma aussi solide se modifie une fois, la modification devient l'histoire. L'impact provenait de la discipline. Des années de silence avaient construit la crédibilité. Une déclaration soigneusement cadrée a utilisé cette crédibilité. Puis le silence est revenu. Le message est resté intact. La réaction en France a suivi un schéma familier. Measury. Structurey. Axé sur le contexte plutôt que sur le spectacle. Lorsque Vanessa Paradis a publié sa lettre ouverte, les grands quotidiens l'ont traitée comme un événement culturel, non comme un scandale de dernière minute. Les titres sont restés retenus. La plupart soulignaient le fait qu'elle s'exprimait après un long silence. Peu mettaient l'accent sur la confrontation. Les articles résumaient fidèlement le contenu. Les citations étaient courtes. Les rédactions évitaient de réécrire ces mots en accusation ou en défense. Cette approche relevait d'un choix éditorial, non d'un manque d'intérêt. Les quotidiens nationaux ont publié des analyses dans la même semaine. Le ton est resté neutre. Les journalistes rappelaient son historique de discrétion. Ils plaçaient la lettre dans une chronologie plus longue. Interviews passace. Refus anterieursdecamente. Ce contexte était essentiel. Il présentait la déclaration comme une exception, non comme un changement d'identité. Une couverture de style tabloïd existait, mais elle n'a pas dominé. Le cadrage sensationnaliste est resté marginal. La plupart des médias ont évité le langage dramatique. Il n'y a pas eu de campagne prolongée en une. L'histoire a largement circulé, puis s'est stabilisée. La presse culturelle a adopté une position similaire. Les publications consacrées au cinéma et à la musique ont mentionné la lettre brièvement, puis sont revenues au sujet professionnel. Les critiques et les sorties ont continué normalement. Son travail n'a pas été éclipsé par le débat personnel. Cette séparation est typique de la culture médiatique française. Les réactions des artistes français ont suivi la même logique. Peu de déclarations publiques sont apparues. Celles qui l'ont été évitaient la polarisation. Certains ont parlé de respect du témoignage personnel. D'autres ont choisi le silence. Il n'y a pas eu de mouvement coordonné. Aucun alignement public. Cette tenue contrastait fortement avec ce qui a été observé ailleurs. Les réseaux sociaux en France ont reflété ce ton. Les discussions existaient, mais l'escalade est restée limitée. Les utilisateurs partageaient des articles. Ils débattaient de l'interprétation. Mais les positions extrêmes étaient moins visibles. Il n'y a pas eu de vague prolongée d'attaques personnelles. Les algorithmes ont brièvement amplifié l'histoire, puis sont passés à autre chose. Cela ne signifie pas l'accord. Cela signifie la proportion. Le débat en ligne français reflète souvent la presse éditoriale. Lorsque les journaux évitent le sensationnel, les plateformes suivent. Dans ce cas précis, l'absence de titres agressifs a réduit la propagation émotionnelle. Les comparaisons avec la réaction internationale soulignent la différence. Hors de France, des extraits ont circulé sans contexte. Les titres ont simplifié. Les commentaires se sont polarisés. La même déclaration a produit des effets différents selon l'environnement médiatique. Les médias français ont résisté à cette dérive. Ils ont traité la lettre comme un document autonome. Ils ont évité de la rattacher à des batailles juridiques ou à des campagnes morales. Cette discipline éditoriale a limité la durée. Le sujet a dominé la conversation brièvement, puis s'est retiré. En termes de volume, la couverture a été intense mais courte. En quelques jours, la plupart des grandes publications l'avaient traitée. En quelques semaines, elle a quitté les titres quotidiens. Les articles de suivi étaient rares. Il n'y a pas eu de débat en série. Ce cycle est important. Il montre comment une divulgation contrôlée interagit avec des médias contrôlés. Une déclaration claire, publiée une seule fois, génère de l'attention. Sans répétition, l'attention décroît naturellement. L'absence de suivi de la part de Vanessa Paradis a renforcé ce schéma. Elle n'a pas donné d'interview. Elle n'a pas clarifié. Elle n'a pas répondu aux commentaires. Sans nouveaux matériaux, les rédactions n'avaient rien à prolonger. L'histoire s'est refermée.
Les médias français ont également évité de la présenter comme porte-parole. Ils n'ont pas élevé ces paroles au rang de position générale. Ils ont constamment décrit la lettre comme personnelle. Cela a réduit la pression pour une nouvelle prise de parole. L'effet net a été un impact social sans conflit prolongé. La prise de conscience a augmenté. Le contexte a été enrichi. Puis l'attention s'est déplacée. Ce résultat est rare dans les récits centrés sur les célébrités. Il dépend à la fois de l'oratrice et de l'environnement médiatique. Pour vous, l'enseignement est structurel. La réaction médiatique est façonnée par l'offre. Une déclaration contrôlée produit un cycle. Plusieurs déclarations créent une escalade. Vanessa Paradis a fourni un seul document. Les médias français ont respecté la limite. C'est pourquoi la réaction comptait. Non parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'elle était contenue. Elle a montré comment la retenue des deux côtés peut limiter les dommages tout en permettant à l'information de circuler. Après la lettre, l'image publique de Vanessa Paradis ne s'est pas orientée vers le spectacle. Il n'y a pas eu de rebranding. Aucun nouveau récit fondé sur la controverse. Sa position dans la culture française est restée stable. Elle a continué d'être citée pour son travail, non pour son histoire personnelle. Cette continuité est observable dans la couverture médiatique qui a suivi. Les critiques, les interviews et les portraits sont rapidement revenus à la musique et au cinéma. L'événement ne l'a pas redéfini. Il a clarifié une frontière. En parlant une fois et en s'arrêtant, elle a empêché que son identité soit absorbée par un conflit externe. La lettre a ajouté du contexte sans créer de dépendance. Son nom n'est pas devenu un appendice permanent de l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce qu'elle a gagné, c'est le contrôle. Le contrôle du timing. Le contrôle du format. Le contrôle de l'étendue. Elle a choisi quand parler, où parler et combien dire. Ensuite, elle a fermé le canal. Cette séquence est essentielle. Le contrôle ne concerne pas seulement le contenu. Il concerne la durée. Elle a limité l'exposition en limitant l'offre. Elle a également évité d'être réduite à un rôle secondaire dans un récit plus vaste. Sans déclaration répétée, elle n'a pas été repositionnée comme témoin, défenseur ou symbole. Elle est restée elle-même. Une artiste avec un passé privé. Cette distinction l'a protégée de la réinterprétation. Son long silence a rendu cela possible. Des années de retenue ont établi des attentes. Lorsque ces attentes ont été brièvement interrompues, l'interruption a été prise au sérieux. Puis les schémas normaux ont repris. Ce rythme a préservé la crédibilité. Il a aussi maintenu la distance. Il existe ici une leçon pratique qui dépasse les figures publiques. La réponse constante invite à l'interprétation constante. Chaque clarification ouvre un nouvel espace de demande. Le silence, lorsqu'il est cohérent, fixe des limites. Il renvoie la responsabilité aux observateurs. Parler rarement augmente aussi la précision. Lorsque l'on sait qu'il n'y aura pas de suite, on choisit ses mots avec soin. On évite l'excès. On évite l'ambiguïté. Vanessa Paradis n'a pas eu besoin de se corriger par la suite parce qu'elle ne s'est pas étendue inutilement. Cette approche ne repose pas sur l'approbation. Elle repose sur la structure. Une action. Un document. Aucune amplification. Le résultat était prévisible. L'attention est montée. L'attention est retombée. Sa vie a continué sans perturbation. Les faits postérieurs le confirment. Il n'y a pas eu d'augmentation de la surveillance personnelle. Aucune intensification des demandes de commentaires. Les médias sont revenus aux schémas établis. Le silence a repris son rôle de frontière, non d'absence. Rien dans ce résultat n'est moral. Il est procédural. Il montre comment la cohérence à long terme façonne l'impact à court terme. Il montre que la visibilité peut être gérée par la réduction, non par l'expansion. Au final, l'héritage n'est pas la lettre elle-même. C'est la discipline qui l'entoure. Des années de silence ont créé l'espace pour qu'une déclaration compte. Une déclaration, correctement cadrée, a permis au silence de continuer. Le résultat est un dossier public étroit, maîtrisé et intact.